Donc voilà, nous allons pouvoir démarrer ce nouvel épisode des Jeudis de la FEMS. Merci pour votre inscription et d'être avec nous ce matin. Et je vais de ce pas laisser la parole à Isabelle Vergniaud, administratrice de la FEMS, secrétaire adjointe et également coordinatrice du pôle culture, médiation, conservation des musées du PNR des Vosges du Nord. Isabelle, je te laisse la parole. Merci François pour cette introduction et merci à tous de vous être inscrits pour participer et échanger avec nous lors de ce jeudi de la FEMS. J'ai le plaisir d'accueillir comme intervenant François Poutier, qui est professeur associé à l'Université de Bourgogne-Montaigne et qui est responsable du master ingénierie de projets culturels et interculturels. Il œuvre notamment également au sein du labo Passage du CNRS, ce qui lui a permis de mener une recherche sur la culture dans les PNR, avec donc la sortie d'un ouvrage qui a été publié chez l'Harmattan en 2024. Donc pour ceux qui voudront approfondir le sujet, il y a de la matière. Nous avons également avec nous Mathilde Doyen qui vient de disparaître de l'écran mais qui revient très vite et qui œuvre depuis déjà de nombreuses années au sein du parc naturel régional des Ballons des Vosges dans l'Est de la France en tant que chargée de mission patrimoine et culture. Et puis Emmanuel Crescent qui ce matin a quelques soucis de connexion, donc on voit que le EC de ses initiales, et qui intervient en tant que responsable du projet d'Ethnothèque au sein du PNR des Boucles de la Seine normande, où elle est chargée de mission politique culturelle. Donc je vais laisser la parole à François Poutier pour une intervention introductive d'environ 30 minutes avant de reprendre le parole et de lancer la restitution des expériences des différents PNR qui interviennent aujourd'hui. Voilà. Merci François. Bien. Merci Madame l'administratrice, merci Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de partager et de participer avec vous à ces jeudis de la Fédération des écomusées et musées de société, en plus avec des collègues des parcs naturels régionaux, ce qui est vraiment toujours un immense plaisir de pouvoir vous retrouver, même à distance, sur ces sujets qui nous intéressent de manière évidemment extrêmement vive. Donc, je suis en effet enseignant-chercheur à l'Université Bordeaux-Montaigne, rattaché à un laboratoire qui se nomme Passage, qui est un laboratoire CNRS et qui est un laboratoire qui traite de manière transdisciplinaire de cette magnifique question que l'on nomme le territoire et qui est devenu un quasi-mot mana, voire un mot valise dans notre vocabulaire dorénavant et qui donc reflète évidemment des choses extrêmement différentes. Je suis toutefois pas un pur produit de l'université puisque pendant 30 ans, j'ai œuvré comme acteur culturel pour des communes et pour aussi un département, ce qui m'a amené finalement à rencontrer les parcs naturels régionaux à la fois dans une pratique professionnelle et à la fois dans une recherche qui à l'origine d'ailleurs ne s'intéressait pas particulièrement aux parcs naturels régionaux, mais s'intéressait beaucoup plus à la question des ruralités ou ce qu'on pouvait appeler en fait dans le vocable des années 90 les renaissances rurales, pour reprendre la terminologie d'un chercheur universitaire toulousain, Bernard Kaiser, et notamment à ces nouveaux arrivants qui s'installaient en campagne, alors pas pour toute la France, mais en tout cas pour une très grande partie d'une diagonale allant de Marseille à Cherbourg. Par la suite, j'ai travaillé avec une structure qui se nomme IPAMAC, qui regroupe 10 parcs, alors 9 parcs naturels régionaux et un national, en fait, dans le Massif central. C'est toujours la même thématique des nouveaux arrivants. Et puis, j'ai participé à quelques temps avec la Fédération des parcs naturels régionaux en séminaire ou en rencontre. Alors, peut-être, si on doit se plonger dans une petite histoire, 3 éléments qui sont tout à fait marquants, peut-être, dans le parcours des parcs naturels régionaux et qui, encore aujourd'hui, s'ils puisent évidemment dans une histoire, résonnent d'autant plus particulièrement. Alors, premier élément,
qui en font tout à fait une caractéristique particulière, c'est que les parcs n'ont pas du tout épousé le modèle que l'on appelle le découpage politico-administratif français à la serpe. Et ils sont à ce niveau-là, finalement, et c'est d'ailleurs leur première originalité, une sorte peut-être d'aberration de la modernité républicaine, c'est-à-dire qu'ils se sont construits dans une France centralisée, innervée par les courants d'un progrès, une pensée que l'on nomme souvent scientoplaniste, qui laisse finalement assez peu de place à l'objet local. Et dans ce courant de pensée, au milieu des années 60, eh bien, un certain nombre d'acteurs et de volontés politiques aussi vont finalement construire un modèle ou proposer un modèle très différent de celui que l'on peut connaître, qui globalement empile des collectivités locales qui ont été découpées par un État central à partir de la carte et rarement à partir du territoire. On va retrouver ici les communes, départements et régions, découpage politico-administratif que d'ailleurs notre État central s'amuse à découper et à recouper en continu. Cet élément-là, c'est inscrit même dans leur décret du 1er mars 1967 qui dit le territoire de toute une partie d'une ou de plusieurs communes est choisi pour devenir parc lorsqu'il présente un intérêt particulier par la qualité de son patrimoine naturel et culturel pour la détente, le repos des hommes et le tourisme qu'il importe de protéger ou d'organiser. Donc on voit bien comment ces parcs se sont construits un petit peu dans les interstices d'une pensée politique qui était plutôt celle du progrès et de l'aménagement par découpage et par décision d'un État central. Et finalement, dans le temps, ils ont un peu braconné des terres qui, il est vrai d'ailleurs, on pensait que seraient d'ailleurs bientôt en jachère, ce qui ne s'est en fait pas produit. Donc on pourrait vraiment considérer que c'est un endroit très particulier dans notre histoire de l'aménagement, mais c'est aussi un endroit qui était assez représentatif et anticipatrice peut-être, anticipateur des grandes logiques environnementales, sociales, économiques et culturelles qui vont caractériser les années 70 et les années suivantes. Et ils sont à la fois un reflet d'une époque et à la fois une sorte de projection d'une innovation avec une capacité finalement devenue assez rare dans le pouvoir public de concrétiser une réponse politique simultanément à des prises de conscience sociétales. Et puis ces parcs, eh bien, ils étaient 20 en 1979, 32 20 ans plus tard, ils sont aujourd'hui 58 et je crois me souvenir qu'il y en a encore une bonne quinzaine en préfiguration. Donc c'est-à-dire qu'on est sur un nombre quand même qui n'a cessé de s'étendre là où finalement on pensait être dans des terres qui n'auraient peut-être plus de vie humaine relativement rapidement. Donc, première originalité, s'inscrire dans un modèle politico-administratif qui finalement n'est pas celui qui était le dominant. Deuxième originalité, c'est que, vu leur nombre, ils ont su traverser dans le temps finalement toutes les mutations sociales, politiques, économiques, démographiques, culturelles de la France. Et ils ont oscillé finalement entre agilité, robustesse et résilience, on pourrait le dire comme ça, avec finalement des capacités à avoir réussi à s'adapter aux évolutions, aux contraintes législatives et normatives, naissance du ministère de l'Environnement, décentralisation de 1982, qu'ils se sont confrontés à tous les changements sociaux aussi sur ces mêmes années. Ils ont intégré toutes les mobilités physiques comme virtuelles que nous connaissons et qu'ils ont traversé l'accroissement de nos flux et de nos mobilités d'informations et de capitaux. Donc finalement, c'est peut-être un objet qui, non content d'avoir survécu, a aussi très bien vieilli, avec une trace des trouvailles de gouvernement et d'aménagement du territoire qui ont maillé surtout les 30 Glorieuses et ce qu'on peut appeler dorénavant la modernité et la post-modernité. Je rappelle juste, et ce n'est pas inintéressant, que le décret de création des parcs a été signé quand même par 9 ministres, un Premier ministre et un président de la République, et en tout et pour tout ne fait qu'une page rattachant des parcs à des régions qui n'existent pas,
ce qui a permis quand même au Conseil constitutionnel d'émettre un avis quand il a été interrogé pour dire qu'il ne pouvait se prononcer parce que tout ceci était du droit gazeux, ce qui n'a pas empêché finalement les parcs de naître derrière dans un modèle très latin pour des Françaises, c'est-à-dire tout est écrit, tout est bien cadré, tout est juridiquement et constitutionnellement indiscutable, mais tout est possible et ça reste évidemment la grande force aussi de ce pays et au-delà de ça finalement des parcs. Troisième particularité peut-être, c'est évidemment cette conjugaison pardon, des patrimoines naturels et culturels qui fait que dès l'origine des parcs, dès 1967, cette compétence culturelle est inscrite dans les textes fondateurs, là où finalement les compétences culturelles de l'État n'ont été encore aujourd'hui que très peu transférées sur des collectivités, là où la culture est certes devenue un service public depuis 2016, et certes une responsabilité et une compétence partagée entre collectivités, mais avec des contours juridiques tellement diffus et flous que l'on ne peut saisir véritablement le champ et les compétences qui sont affichées à l'intérieur de ces éléments. Donc vous voyez, on est sur évidemment un modèle qui reste extrêmement intéressant, ne serait-ce que par l'affirmation de ces patrimoines naturels et culturels. Alors, peut-être pour rappeler, donc 3 missions d'origine, pardon, 5 missions dorénavant, je vais les rappeler parce que c'est important, même si on les a déjà en partie traversées. Première mission, la protection et la gestion des patrimoines naturels, paysagers et culturels, avec l'idée que de trouver finalement de nouvelles voies de développement dans la mise en valeur de ces richesses naturelles et culturelles, mais aussi de pouvoir œuvrer à la préservation de la faune, de la flore et des paysages. Deuxième grande mission, la contribution à l'aménagement du territoire en animant des secteurs ruraux qui, dans les années 60 et 70, sont encore considérés comme étant en grande difficulté. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui que la déprise n'est pas terminée, mais globalement, elle est beaucoup plus stabilisée qu'elle n'était, voire les campagnes gagnent de la population, mais avec cette idée véritablement d'associer à l'aménagement du territoire les forces vives de ce territoire, qu'elles soient des forces vives habitantes ou qu'elles soient des forces vives de la société civile. Troisième mission importante, la production d'un accueil, d'une éducation et d'une information des publics, où on voit aujourd'hui se traduire des formats d'éducation à l'environnement, d'éducation artistique et culturelle, de médiation, de valorisation, de création d'une marque parc, on y reviendra par la suite. Il faut juste se rappeler qu'à l'origine, la grande idée de cette mission-là était finalement d'équiper les grandes métropoles d'équilibre, haute posture de l'aménagement des années 60, d'aires de détente pour des citadins en mal de campagne. C'était exactement comme ça qu'Olivier Guichard, qui était à la DATAR à l'époque, finalement le présentait, c'est-à-dire plutôt des espaces pour le dimanche à la campagne que des espaces véritablement d'éducation et d'information des publics. Et puis deux autres missions vont s'ajouter par la suite, hein, dans des temps différents, qui sont plutôt les temps années 80 et 90. La contribution au développement économique, social et culturel, et notamment à la qualité de vie dans leurs espaces. Et puis cette mission qui demeure, qui en fait un objet là tout à fait intéressant aussi, d'innovation, avec la capacité de contribuer à des programmes de recherche et d'initier des procédures et des méthodes d'application qui peuvent aussi être essaimées. Alors vous voyez, le cadre général de ces parcs naturels régionaux reste extrêmement original, encore aujourd'hui, même si on peut évidemment le voir comme étant une trace marquante d'une histoire, mais il y a évidemment des endroits encore particuliers aujourd'hui qui sont développés et que nos collègues développeront d'ailleurs par la suite. Donc je vais essayer de les brasser à grands traits là, mais elles iront bien évidemment beaucoup plus en profondeur que ce que je peux dire. Premier élément,
peut-être la question de la protection et de l'organisation de leur patrimoine naturel et culturel n'ont pas du tout été similaires dans tous les parcs naturels régionaux. Donc, ce qu'on peut essayer d'en retirer comme étant des points communs ne sont évidemment pas déclinables de manière similaire dans tous les parcs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes et tous ont vraiment participé à l'extension de la notion de patrimoine telle qu'on pouvait l'entendre pour des Français. Le patrimoine en France, il a d'abord été ce que les Romains appelaient le res in patrimonio, c'est-à-dire un modèle en effet d'un patrimoine privé, patrimoine d'une monarchie ou de seigneur, ou de puissants comme l'Église, qui finalement se transmet par filiation à ces mêmes personnes. À partir de la Révolution française, ce patrimoine privé devient un patrimoine de biens universels, ce qu'on va appeler un patrimoine de biens publics, qui doit échapper à toute aliénation privée. Alors, c'est que c'est aussi en réaction avec un vandalisme, entre guillemets, révolutionnaire que cette notion se construit là, mais elle va finalement innerver notre vision du patrimoine comme un bien de la nation et un passage finalement d'une conception d'une identité qui est basée sur une histoire passée, une histoire de personne et plutôt de pouvoir, à une conception basée sur une culture commune. Et cette culture commune, elle se traduit par un patrimoine, une langue, une culture. Donc finalement une traduction au singulier. Cette traduction au singulier va poser le fait que l'État et par la suite des collectivités vont devenir maîtres finalement de ce qui fait patrimoine pour tout le monde. Et ce qui fait patrimoine va finir et doit être classé au titre de bien public à ce niveau. Alors les parcs, ils ont pris une autre voie que celle-ci, en grande partie parce qu'ils étaient aussi issus d'autres courants de pensée. Je ne vais pas rappeler ici le rôle de gens comme Georges-Henri Rivière, mais qui ont quand même été fondateurs dans la pensée du regard sur sur la notion de patrimoine dans les parcs naturels régionaux. C'est le cas aussi d'Isaac Shiva. Mais là, dans les parcs, le patrimoine n'est plus conjugué au singulier, mais peut-être plus au pluriel. Et finalement, en faisant une large place au patrimoine au pluriel, les plus communs, les plus banaux, eh bien, finalement, les parcs ont ouvert une autre extension, une autre vision de la notion de patrimoine qui, finalement, s'applique aux personnes qui habitent leur territoire et qui, par eux-mêmes aussi, définissent ce qui peut faire leur patrimoine, ce qui rejoint une notion plus anglo-saxonne qui est traduite dans le monde anglo-saxon, on parle d'héritage, et je trouve que cette notion est souvent plus juste que notre notion de patrimoine, et ce qui fait aussi, pour la Fédération des écomusées et musées de société, des partenaires importants dans le nord de notre Europe, puisqu'on va retrouver évidemment ces logiques-là de manière beaucoup plus marquante dans ces pays que dans nos pays latins, où globalement le patrimoine bien public demeure en effet une propriété d'État, entre guillemets, et qui fait qu'il se traduit. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, finalement, en l'inscrivant dans le décret d'origine, les parcs se situent en amont de cette notion de patrimoine qui va être étendue et beaucoup vulgarisée par l'UNESCO à partir de 1972 sur la Convention sur les patrimoines naturels et culturels. On va retrouver par la suite d'autres moments à ce niveau-là, notamment une autre convention qu'on appelle la Convention de Faro de 2005, donc du Conseil de l'Europe, qui pose la question de patrimoine vivant à rôle social actif, patrimoine vivant étant conjugué là aussi au pluriel, et qui finalement, pour la France, va d'abord se traduire dans les parcs naturels régionaux et puis se traduire par la suite par finalement ce qu'on a appelé la fièvre patrimoniale, c'est-à-dire l'extension de la notion progressive dans les années 70 et 80, avec un tournant qui est l'année 80, dite année du patrimoine. Et dans cette extension progressive, on va intégrer de plus en plus des patrimoines naturels, des patrimoines paysagers, des patrimoines mémoriels, des patrimoines du 19e siècle, dorénavant les patrimoines du 20e siècle, mais aussi des patrimoines génocidaires ou des patrimoines militaires à ce niveau-là. Il n'empêche
que encore aujourd'hui en France, ceux qui définissent la norme patrimoniale, eh bien, restent les collectivités, l'État étant évidemment la première d'entre elles. Dans les parcs, eh bien, ce qui fait patrimoine, c'est plutôt une vision plus ascendante qui part en effet des personnes, plutôt qu'une vision descendante, comme on dit, réifiée par le haut. Deuxième élément, dans ces patrimoines, peut-être que trois logiques ont véritablement innervé leur politique et leur action publique. D'abord, le fait que les patrimoines paysagers, dès l'origine, ont été reconnus aussi par la déclinaison des patrimoines naturels et culturels. Et ces patrimoines paysagers ont été reconnus non seulement comme étant un besoin de préservation, mais étant aussi comme une ressource territoriale. J'y reviendrai par la suite. Deuxième élément, ce n'est pas toujours l'histoire qui a guidé finalement la construction de leur patrimoine, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler l'agrégation des mémoires. Alors, ça s'inscrit dans un courant de pensée beaucoup plus ancien. Saint-Augustin parle de palais de la mémoire. On a souvent utilisé le mot de palimpseste de la mémoire. Vous savez, ces manuscrits sur lesquels, à l'époque médiévale, on va réécrire parce que le parchemin coûte cher. Donc, on va réécrire des phrases sur des phrases et sur des phrases. Eh bien, cette agrégation de la mémoire, elle pose que ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la valeur historique, ce n'est pas l'histoire qui construit le patrimoine, mais beaucoup plus la manière dont les gens, finalement, se le remémorent, se le commémorent ou se entrent finalement une mémoire qui est aussi un peu celle de leur territoire, qui peut être en partie fictive d'ailleurs, en partie reconstruite ou en partie évidemment fondée. Et puis enfin, troisième élément, et ça sera abordé dans les interventions par la suite, il y a une adhésion au territoire de ces patrimoines avec une vision qui ne se veut pas forcément universelle comme la vision plus classique du patrimoine en France, mais une vision qui se veut juste à l'endroit où elle est, avec la volonté de construire non pas une identité, mais beaucoup plus un sentiment d'appartenance. Et on aura peut-être l'occasion, dans les débats, de pouvoir en discuter. Alors, il n'empêche que dans le temps, il y a eu des évolutions différentes. Il y a eu, parfois, ces patrimoines ont été rattrapés par des logiques très de conservation et se sont parfois un peu enfermés dans une vitrification d'un temps révolu. Ils ont été soumis à de fortes volontés touristiques. On va le retrouver dans les logiques des écomusées parfois ou des musées de société sur lesquels finalement l'outillage n'avait de valeur que parce qu'il permettait aussi d'attirer des personnes et d'être attractif. Et puis ils sont confrontés aussi à des éléments économiques qui les ont beaucoup fragilisés quand même à la fin des années 90 au tournant des années 2000, notamment dans les outils les plus importants, mais peut-être qu'on y reviendra dans les exemples qui peuvent nous être donnés. Deux éléments ont renouvelé la forme dans les années 2000 et ces éléments sont peut-être importants à souligner et à signaler. Premier élément, c'est que leurs patrimoines sont devenus de plus en plus des ressources territoriales. Alors j'utilise volontairement ce terme qui est un terme qui est emprunté à deux économistes qui s'appellent Pierre-Antoine Landel et Merlin Packer. Pourquoi? Parce que si, en fait, dès les années 80, ils ont été des ressources dans des effets directs qui étaient comment je viens capter des flux touristiques qui viennent visiter, donc ça c'est toujours le cas, hein, des flux excursionnistes, pas que touristiques, avec des retombées très directes. De plus en plus, à partir des années 2000, ils se sont devenus des ressources, y compris de fierté territoriale pour les habitants, ce qu'ils étaient finalement à l'origine et qu'ils avaient un peu perdu. Donc, ça veut dire que cette ressource territoriale, elle ne juge pas uniquement d'effets directs, de retombées économiques directes, mais aussi de retombées sociales dans un territoire comme étant facteur d'appropriation, à la fois d'ailleurs pour aussi bien des habitants que des gens qui s'y installent. Deuxième élément important, c'est que de manière quasi intuitive, au milieu des années 90, les parcs ont épousé des postures dites de développement durable, développement soutenable,
qui aujourd'hui se traduisent plus dans la question des transitions écologiques, et on le verra assez bien avec l'ethnotech du parc des boucles de la Seine normande dans l'intervention par la suite. Dans cette adhésion quasi intuitive au développement durable, il y a eu aussi la possibilité de combiner de la médiation patrimoniale, de la médiation artistique et de la médiation culturelle, qui parfois se sont même articulées avec de l'éducation à l'environnement, qui a permis aussi de mettre en valeur leur paysage, mais je crois que Madame l'administratrice Isabelle Vergniaud l'évoquera un peu plus pour les Vosges du Nord, donc je ne m'étendrai pas trop là-dessus. Troisième élément sur cette question de développement durable, et qui ouvre aujourd'hui d'autres voies d'ailleurs, ils ont cherché à y agréger ou à y faire participer les forces vives de leur territoire, des habitants, des structures associatives, qui, non contentes d'être aussi dans la définition, parfois même de leur charte, on y reviendra par la suite, eh bien, sont aussi souvent finalement associées à la définition des projets politiques qui sont développés. Alors, cette participation, elle peut avoir des niveaux extrêmement différents, donc le mot est un peu valise là aussi, Emana, donc prudence quand on l'utilise, mais en tout cas, la volonté de pouvoir construire avec et non pas uniquement pour, si je devais le dire de cette manière. Et puis, dernier élément, et élément extrêmement important, eh bien, ces parcs ont développé une présence artistique forte, avec une place des artistes dans leur territoire qui est tout à fait originale et qui le demeure d'ailleurs, avec des artistes qui peuvent être associés, invités, implantés. Mathilde Doyen pour les Ballons des Vosges l'abordera d'ailleurs, enfin je pense, dans son intervention aussi par la suite. Donc en fait, si vous voulez, ces parcs aujourd'hui, et c'est là où ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence de collectivités qui sont plutôt dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les parcs ont plutôt développé de l'assistance à maîtrise d'usage. Et je trouve que cette terminologie les définit vraiment bien en devenant parfois tiers intercesseurs, assembliers, dans une construction active. Le mot valise d'aujourd'hui, c'est co-construction. Mais là aussi, on y met tellement de choses que peut-être qu'il ne faut pas s'y intéresser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet phénomène très permanent, très durable de coproduction culturelle territoriale a cherché à concilier patrimoine naturel, culturel, nature et culture, et c'est quand même souvent substitué à une vision de l'aménagement qui restait quand même très marquée, France, et qui reste encore très marquée par la question de tuyaux, d'équipements, avec finalement des établissements que l'on pose, et ils ont su éviter, je trouve, moi en tout cas, de devenir simplement une catégorie de l'intervention publique, comme le disait euh, un chercheur à la fin des années 90, c'est-à-dire finalement à rester un élément de dynamique, d'originalité, d'agilité, finalement dans la construction de leur propre projet. Ils ont ainsi engagé un processus tiers, finalement, qui permet de circuler dans et entre les collectivités, dans et entre les personnes privées et publiques qui animent et habitent leur parc. Et ce processus tiers, je lui donne un mot qui n'est pas très joli, qui est un mot qui se décline en inter, et qui finalement fait que dans un monde très binaire, qui est le monde très cartésien et de la philosophie grecque et de la religion chrétienne aussi, qui nous innerve, où il y a le bien, le mal, le vrai, le faux, le beau, le laid, le zéro et le un, eh bien les parcs finalement, ils construisent un cheminement un peu dans l'antre, pour reprendre la terminologie d'un philosophe qui s'appelle François Julien, que moi je nomme inter. Alors trois inters peut-être qui me semblent être vraiment probants dans leur démarche et que j'ai pu décliner en effet dans la publication que Isabelle Vergniaud soulignait par la suite. Premier inter, c'est ce que je nomme l'intercollégialité, c'est qu'aujourd'hui, les parcs ne sont pas une collectivité, sont un établissement public qui sont en capacité de lier de la coopération publique en France. Ils sont évidemment rattachés à un ministère de tutelle, le ministère de l'Environnement, mais
souvent, dans leur gouvernance, d'autres ministères sont présents, et dans celui qui peut nous intéresser dans le champ de la culture, notamment le ministère représenté par ces délégations déconcentrées, les DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. Mais ils sont aussi en coopération publique avec les régions, qui dorénavant sont nées, hein, même si à l'origine elles ne l'étaient pas quand ils sont eux-mêmes nés, des régions et des services qui sont certes culturels, mais aussi des services qui sont liés à l'économie sociale et solidaire, mais aussi des services qui sont liés aux transitions écologiques ou à l'environnement. Ils sont en lien souvent avec des départements, dont ce n'est pas forcément la nature même, mais qui sont souvent présents dans leurs instances et dans leurs projets et dans leur financement, qui peuvent être en plus multiples, puisque un certain nombre de parcs sont sur plusieurs départements. Et puis enfin, ils sont évidemment un outil de coopération publique entre des communes et pour des communes, bien avant la naissance des établissements publics de coopération intercommunale. Et même si leurs relations ne sont pas toujours simples avec ces EPCI, eh bien, ils ont souvent aussi relié. Donc, vous voyez, un phénomène intercollégial d'une capacité à faire adhérer finalement à leur projet des outils publics qui, en grande partie dans le domaine culturel, ont certes des financements croisés, mais ont bien du mal à coopérer entre eux. Puis cette intercollégialité, elle s'étend à un tissu privé, associatif, économique, qui aussi se lie finalement dans leur gouvernance et dans leur gouvernance de projet, et qui vont être des acteurs de constructeurs à ce niveau-là. Deuxième c'est ce que je nomme intersectorialité. Alors, le mot qu'on utilise souvent, c'est le mot de transversalité. Moi, j'aime pas beaucoup le mot de transversalité parce que quand je le prononce, ce qui va être encore le cas le 20 mars prochain devant des directeurs généraux de services des DGS de collectivités, je vois souvent leurs yeux qui brillent quand je parle de transversalité et je vois comment ils le traduisent aussi comme étant d'autres rationalités économiques, financières et de ressources humaines. Donc, je préfère le mot d'intersectorialité parce que l'intersectorialité reconnaît la valeur de chaque secteur. Il y a une valeur dans la construction d'une politique culturelle, il y a une valeur dans des actions sociales, il y a une valeur dans des actions éducatives, et cette valeur est à revendiquer dans le secteur de l'intervention publique dans lequel cela s'est construit. Mais en revanche, quand ils construisent ensemble, ils créent une plus-value à leur première valeur. Et cette plus-value intersectorielle, eh bien ça, les parcs l'ont su bien le développer. On parlait, si on ne devait faire qu'un exemple, d'éducation à l'environnement et d'éducation artistique et culturelle, mais on pourrait en faire bien d'autres exemples, en fait, dans la construction de leur patrimoine naturel et culturel. Et puis cette intersectorialité est aussi intéressante parce que c'est une interprofessionnalité, pour reprendre les termes de ma collègue Françoise Liot, c'est-à-dire une manière aussi de mettre en débat et en discussion des langues et des lexiques un peu différents, qui parfois sont très bien entendus dans chacun de leurs cercles, mais sont devenus assez incompréhensibles quand on leur partage. J'ai eu le plaisir, avec Gozenitsa, d'animer un certain nombre d'ateliers avec des acteurs sociaux et culturels en Aveyron. Au bout d'une demi-heure, sur l'atelier médiation qui avait démarré pied au plancher, ils se sont rendus compte qu'ils ne mettaient pas le même sens derrière le même mot et que peut-être qu'il fallait déjà trouver un lexique commun quand on en parlait. C'est un mot qui peut être similaire, et puis évidemment, je ne vous cache pas qu'il y a d'autres mots dans tous nos lexiques qui sont totalement incompréhensibles pour les autres. Et d'ailleurs, on aime bien le cultiver, ce qui permet évidemment aussi de reconnaître la filière du sectoriel. Puis dernière peut-être, c'est l'interculturalité, avec la place laissée aux personnes qui habitent leur territoire, ces personnes qui sont des acteurs dans parfois la construction des projets, qui sont des acteurs dans les projets en eux-mêmes. Là où beaucoup de collectivités aujourd'hui parlent d'autres formes d'éléments démocratiques, eh bien, depuis l'origine, les parcs finalement l'ont pensé et construit avec leurs habitants. On aurait plein de réserves et de prudence à avoir quand on dit ce type de choses, mais qui reste quand même un de leurs leitmotifs et une habitude qui a été prise et qui est beaucoup plus importante que quand une commune décide de mettre autour de la table les habitants d'un quartier pour sa rénovation, où on voit bien comment cette culture très participative ou cette culture de la reconnaissance, non pas
des cultures des autres, mais la reconnaissance de la capacité du dialogue à parler de ces cultures, eh bien, crée quelque chose d'important par rapport à ça. J'en aboutis à ce que finalement, il y a un modèle dans les parcs qui est un modèle que j'appelle les communs culturels territoriaux. Ce modèle de communs culturels territoriaux, il emprunte à la fois finalement à ce qu'on pourrait appeler le développement local en France, mais il emprunte aussi à une autre équation qui est l'équation des communs qui a été définie par Elinor Ostrom, donc prix Nobel d'économie 2009. Et on voit bien comment il se conjugue parfaitement bien dans les parcs. Dans cette équation, on retrouve d'un côté, première unité de l'équation, un territoire et une ressource. La ressource, c'est ce qu'apporte Ostrom, le territoire, ce qu'apporte le développement local. Ce territoire comme ressource endogène et non pas comme uniquement lieu de stock dans lequel on va déposer des choses. S'additionne à cela un projet commun, et ce projet commun dans les parcs, eh bien, c'est finalement ce qui définit même le périmètre du parc, c'est comment finalement le projet se construit, ce n'est pas un pouvoir public central qui définit le territoire, donc c'est bien le projet qui va le définir, et Ostrom, elle, parle d'une communauté, et les parcs aujourd'hui, et hier déjà, ont cherché à faire communauté dans leur territoire qui se traduit par un contrat, ça c'est la vision du développement local, une charte pour les parcs, hein, très classiquement, et ce que Elinor Ostrom appelle un ensemble de règles sociales continuellement négociées, puisque la charte des parcs, elle va être rediscutée, évaluée en permanence. Alors dorénavant, je crois me souvenir, ça doit être 16 ans, même si les délais étaient plus courts précédemment, mais vous le repréciserez derrière, je ne suis pas complètement sûr de ma durée. Et puis dernier élément, eh bien, ça engage des actions d'aménagement, c'est la vision du développement local, et Nordstrom, elle, parle d'exploitation de ressources réévaluées en permanence. Donc, vous voyez, on est très très proche de cette équation des communs, et cette équation des communs, aujourd'hui, eh bien, elle se décline aussi dans le modèle de l'attribution de leur patrimoine naturel et culturel, d'où l'explication de communs culturels territoriaux. Conséquence, eh bien, et j'en conclurai là-dessus, les parcs naturels régionaux, eh bien, ont initié et sont encore des fabriques de territoire. Et ces fabriques de territoire, elles ne sont pas dans la manière dont la Banque des territoires et la Caisse des dépôts les définissent, mais bien une fabrique des territoires par le bas, avec une possibilité d'ascendance, de construction commune, qui en effet en font encore une très grande originalité. Et on avait espéré, je ne sais pas si ce sera le cas, que à partir de la loi Voynet notamment, il aurait pu inspirer d'autres modèles. Je ne sais pas si finalement ces autres modèles ne seront pas rattrapés par des politiques en silo, sectorielles, définies par d'autres, et malheureusement pas forcément impliquées à ce niveau-là. Pour autant, ces parcs, finalement, ils se conjuguent un peu au futur antérieur, comme on dit souvent, hein. C'est non pas une innovation, mais c'est une rétro-innovation, pour reprendre le terme d'Alberto Maniaghi, qui est un territorialiste italien. J'aime bien ce terme-là, parce que l'innovation des parcs, elle est déjà dans leur existence. Elle est déjà dans ce déjà-là, pour reprendre la terminologie d'Anton Chekhov, et ce déjà-là dans lequel on part finalement pour construire à partir des patrimoines naturels et culturels, première ligne de leur décret d'origine, eh bien ce déjà-là définit certainement une notion de l'innovation qui est beaucoup plus proche de l'innovation sociale que de l'innovation économique que parfois notre État et nos gouvernements essayent de nous imposer. Merci beaucoup. J'espère ne pas avoir trop dépassé François, mais je pense qu'on était à peu près dans les temps et j'espère avoir été clair surtout. Et évidemment, je suis à votre disposition pour les questions qui suivent. Merci François Pouquier. Vous nous avez permis de prendre de la hauteur. Nous allons revenir maintenant à des cas un petit peu plus pratiques avec 3 exemples d'intervention de 3 PNR. Et je vais de suite démarrer avec le cas du parc naturel régional des Vosges du Nord pour illustrer. Hop, pardon. J'ai un truc qui est arrivé.
Voilà, c'est bon. Moi, je vais vous parler essentiellement du dispositif de conservation mutualisée mis en place depuis 1994 sur le territoire du Parc naturel régional des Vosges du Nord, qui, comme vous le voyez, est un territoire avec un maillage patrimonial très, très dense, donc avec de nombreux sites patrimoniaux divers de par leur statut. Mais sur ce maillage-là, en fait, on peut considérer qu'il y a 40 structures qui ont un service d'accueil avec une billetterie, qui vont être principalement des châteaux forts, des ouvrages de la ligne Maginot et également des musées ou des centres d'initiation à la nature et des centres d'initiation au patrimoine qui œuvrent. Sur cet ensemble-là, la conservation, à partir de 1994, est intervenue sur un certain nombre de musées qui ont été resserrés en 2014 lors de la révision de la charte du parc à une dizaine de musées, dont 8 musées ont l'appellation Musée de France, avec des typologies de collections tout à fait différents les uns des autres, puisqu'on a des musées d'art et tradition populaire, des musées plutôt de patrimoine technique et industriel, et plutôt des musées qui ont un patrimoine historique et militaire. Tous ces musées ne sont pas sur le territoire strict du parc, mais peuvent pour certains être dans des villes-portes, donc qui sont des villes périphériques de taille moyenne. On n'est pas dans des grosses agglomérations comme d'autres parcs, mais on est dans des agglomérations de 4 000 à 10 000 habitants peut-être maximum. Et nous, on intervient en complément des équipes locales sur la gestion scientifique des collections, mais on n'est pas gestionnaire du musée. C'est-à-dire qu'on va toujours travailler soit avec les équipes associatives locales, soit avec les salariés des musées. Sur les fonctions scientifiques, donc il y a un accompagnement qui est opéré au long cours sur les collections des musées qui vont nous permettre de gérer les dossiers d'acquisition, l'enrichissement des collections, les restaurations, le volet conservation préventive, et on intervient en appui aux différents projets culturels portés tout au long de l'année par le musée, que ce soit des expositions temporaires ou des événements qui peuvent être mis en place localement. On va également participer aux instances de gouvernance locale du musée. S'il y a par exemple un conseil d'administration de l'association, on est susceptible d'être invité. On est susceptible aussi d'animer des commissions mixtes qui vont regrouper et l'association locale et l'élu, enfin les élus de la commune, voire de la communauté de communes. Et ça va nous permettre aussi d'avoir des échanges et des débats et de tenir compte des volontés d'évolution locale pour pouvoir accompagner les projets et les aider dans la programmation des projets et leur exécution. On intervient également en accompagnement sur des projets qu'on va appeler des projets phares, qui vont être du coup beaucoup plus chronophages et structurant pour la vie du musée. Ça peut être la révision ou l'élaboration d'un projet scientifique et culturel. Ça peut être la rénovation partielle ou totale d'un musée. Une exposition de grande envergure comme cette année à l'occasion des 30 ans du musée de l'image populaire, l'Alsace en images à Pfaffenhofen, ou la création et l'aménagement de réserves comme il y a quelques années au musée Westerkamp à Wissembourg, où un pôle patrimonial qui associe réserve du musée et archives de la ville a été créé dans l'ancienne synagogue. Lorsqu'on est sur un projet structurant, parmi les derniers projets structurants créés, on a celui qui concerne la rénovation du site verrier de Meisenthal, qui est un projet qui a été mené au long cours depuis 2009 avec les premières études de faisabilité jusqu'en 2022, réinauguration du musée. Donc, entre 2009 et 2022, tout un tas de choses se sont passées, que ce soit les études préalables, la rédaction du PC et les procédures de validation, le transfert de propriété entre l'association vers la communauté de communes, la sollicitation de dépôts extérieurs pour venir enrichir la nouvelle présentation du musée. Pendant les travaux, il a fallu déménager les collections, les réintégrer. Donc, il y a eu tout un suivi qui a été opéré
en complément de l'inventaire des collections. Et puis, donc, tous les éléments de prospective qui vont concerner donc, la programmation muséale, la sélection des œuvres et leur installation dans la nouvelle présentation qui est en place depuis 2022. Sur le travail de fond des collections, les 3,5 ETP d'attachés de conservation qui sont les référents scientifiques et culturels peuvent être accompagnés sur certains chantiers d'inventaire et récollement par ces personnes qui sont chargées de mission inventaire et récollement qui, elles, vont être en CDD. On a souvent procédé à des opérations sur une année mutualisées entre 2 musées, 2 collectivités locales pour aboutir à une charge nette supportable par de petites communes, puisque ces opérations sont subventionnées par la DRAC. Mais du coup, ça nous permettait de faire financer 6 mois par une commune et 6 autres mois par une autre commune. Donc, une charge nette annuelle plus légère et supportable localement. Mais du coup, ça suppose un temps d'intervention étalé de manière pluriannuelle sur plus longtemps. Et ça génère également, du fait de l'annualisation des crédits, des emplois qui sont des emplois précaires. Tout ceci s'appuie sur donc, notre collègue qui gère la régie du parc, qui va apporter un certain nombre de conseils et de cadres méthodologiques. Également, un logiciel et une base de données commune qui rassemble aujourd'hui à peu près 65 000 notices et 115 000 photographies, sachant que c'est quand même un travail qui a démarré en 97 sur les premières notions d'informatisation, donc c'est un long parcours, on n'aboutit pas à ce résultat comme ça. Et puis, donc, les notices, on essaie de les publier, que ce soit sur le portail des musées du parc ou la base Joconde ou via les microfolies. En termes de conservation préventive, on a 3 réserves de musées qui ont fait l'objet de véritablement de réaménagements en tant que réserve avec des gros investissements sur les bâtiments. Donc le musée de Bouxwiller, le musée de Wissembourg et celui de Meisenthal. Sinon, on se retrouve à réaménager dans les locaux existants qui sont, dans certains cas, beaucoup moins glorieux et à faire comme on peut avec de l'achat de matériel et de la réorganisation intérieure. Les chantiers d'inventaire et récollement s'accompagnent d'opérations de dépoussiérage, conditionnement. On fait également assez régulièrement des poches d'anoxie statique. On a eu aussi des opérations transversales en regroupant des collections de plusieurs musées d'anoxie dynamique et puis des logiques de veille sur le climat, les sécurités et les infestations. Là où on a un peu plus de difficultés, il faut bien le dire, c'est sur la mise en œuvre des PSC, qui sont pour certains réactualisés, voire à écrire, parce que donc, nous ne sommes pas Shiva, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Nous n'avons que 2 mains, 2 bras et qu'une seule tête, et que parfois donc les moyens humains manquent et le temps de travail manque, et que dans certains cas, un accompagnement plus opérationnel par rapport au projet semble nécessaire pour les faire aboutir, et qu'il y a une temporalité dans la volonté politique locale qui va permettre d'écrire ou de ne pas écrire le PSC pour le voir aboutir avant la fin d'un mandat. Parce que si on n'est pas dans le bon timing, on peut toujours écrire, mais au final, il ne sera pas validé, il ne sera pas porté par les élus si on entreprend ça sur la fin d'un mandat. Et il faut tout recommencer dans la plupart des cas. Donc, il y a question de cette temporalité pour moi qui est fondamentale au vu des priorités politiques locales qui ne sont pas forcément toujours celles du musée et qu'il faut pouvoir prendre en compte. Par ailleurs, nous avons une logique également de montée en compétence des équipes locales en proposant des formations qui vont être ouvertes, déjà au personnel du parc conservation, que ce soit les attachés de conservation ou les personnes chargées de mission inventaire et récollement, mais également donc les salariés des musées et les bénévoles des musées. Ça nous permet
de proposer à ces personnes des formations de proximité qui sont gratuites pour les participants et aussi d'avoir des temps d'interconnaissance qui vont permettre de faire réseau et de faire créer du lien entre les personnes de manière à ce qu'elles puissent aussi se contacter de manière informelle et également à les sortir de leur isolement, ce qui me paraît une notion fondamentale et essentielle pour le bien-être de ces personnes dans leur structure. Et on accueille chaque année un TP inventaire avec la formation en muséologie de Mulhouse qui nous permet d'accueillir 15 à 20 jeunes sur une journée qui vont se mettre un petit peu les mains dans le concret sur ce que c'est que le travail d'inventaire et puis qui peuvent aussi, dans certains cas, pour les Master 1, créer des dossiers d'œuvres. Donc, il y a tout un travail de préparation qui est opéré par l'équipe pour pouvoir permettre leur accueil dans de bonnes conditions. On a abordé des sujets très variés qui ont trait au logiciel d'inventaire, des notions de conservation préventive par typologie de matériaux, des notions de mise en exposition et l'amélioration des boutiques des musées. Tout ça au long cours à raison de 2 journées par an ou de 2 fois 2 journées par an. Et ça depuis dans une démarche pluriannuelle depuis de longues années. Nous intervenons également, toujours dans des actions en réseau, sur différentes opérations. Donc, il y a eu des opérations qui avaient trait aux boutiques des musées pour essayer de les faire progresser dans leur mode de gestion et dans les produits proposés. Il y a eu aussi une exposition itinérante qui s'appelait Ici et ailleurs à la croisée des Vosges du Nord, qui a itinéré de 2019 à 2022 dans 12 sites d'Alsace et de Lorraine et même du côté dans la proche Allemagne à Saarbrück. Et puis, nous nous chargeons également d'assurer la représentation du réseau auprès de nos partenaires institutionnels, les conseillers musées, nos interlocuteurs au niveau de la région, également du département, enfin des départements, et puis donc tout ce qui va être réseau professionnel, que ce soit la FEM, l'ICOM, etc. Au-delà, tout à l'heure j'ai évoqué donc les instances de gouvernance locale, mais il y a aussi des instances de gouvernance qui sont propres à ce dispositif de conservation mutualisée autour de 10 musées avec un budget annexe au budget du parc qui est cofinancé par les 10 collectivités locales qui sont bénéficiaires du service. Donc, ça suppose un comité de suivi et de gestion qui va se réunir, on va dire grosso modo, dans un monde idéal, une fois par trimestre, et puis un comité de pilotage qui se réunit une à 2 fois par an, et qui, lui, va associer donc les partenaires institutionnels. Et au-delà de ça, nous avons également les instances du Parc naturel régional des Vosges du Nord, qui sont véritablement les instances qui valident les opérations en termes d'engagement, que ce soit l'exécutif qui réunit président, vice-président, le comité syndical et l'assemblée générale des délégués. Donc, ça fait aussi parfois un phénomène qui va ralentir certains projets parce qu'il faut effectivement anticiper ces instances de présentation des projets et ces instances de validation de projets pour être dans le bon timing et pouvoir engager les opérations. En complément à la conservation, donc j'ai évoqué des choses qui vont être financées sur des programmes et des fiches actions, donc qui sont notamment donc les chargés de mission d'inventaire et récollement, mais on a également des opérations qui vont avoir plus trait à la médiation, à la notion de service des publics, donc avec actuellement un poste en CDD qui est dédié à la médiation culturelle et qui est financé hors budget conservation, donc avec uniquement des demandes de subventions. Son intervention est élargie aux 40 musées et sites patrimoniaux du PNR ayant un service d'accueil, avec l'idée que les 10 musées de la conservation sont un petit peu des poissons pilotes qui doivent montrer l'exemple autant que faire se peut. Sur les dernières années, depuis 2021-2022, la programmation culturelle et la programmation événementielle est orientée sur le développement de l'Arc de Comté,
qui peut se décliner de différentes manières, mais ça renvoie aussi à l'art de prendre la parole vis-à-vis d'un groupe. Hein, c'est pas ça. Il y a l'art de compter, mais ça suppose des compétences qu'on va pouvoir mettre à profit dans l'accueil d'un groupe, et c'est ça qui est intéressant dans cette démarche. Elle s'est développée avec une formation de médiateur pour viser une prise en compte petit à petit de leur autonomie. Et nous avons depuis 2022 donc l'intervention d'artistes qui vont, eux, intervenir sur une dizaine de dates et sur une dizaine de lieux qui sont choisis après appel à candidature aux 40 musées et sites patrimoniaux. Et donc, il y a des critères un petit peu de maillage territorial, de représentativité entre des gros sites, des petits sites, des typologies de sites différents pour pouvoir arriver à les sélectionner. Et puis, ponctuellement, il peut y avoir aussi des appuis plus personnalisés à certains sites qui vont concerner des opérations comme toutes les démarches artistes en collège ou des résidences. Et puis, une logique également qui vise l'inclusion de tous les publics, avec un partenariat notamment avec l'association Tôt ou Tard et les structures médico-sociales du Nord Alsace, et l'organisation d'un forum qui est dédié à cette approche et l'incitation des musées à développer des prestations dans ce sens-là. Un petit peu de manière concrète, la conservation mutualisée, aujourd'hui, c'est 3,5 ETP financés sur un budget statutaire, des renforts en CDD, avec des chargés de mission inventaire et récollement, plus donc la mission médiation. Donc, les charges d'émission inventaire-récollement, ils sont financés à 60% par les villes bénéficiaires et 40% par la DRAC. On croise les doigts pour que ça puisse encore durer. Et puis, la chargée de mission culture, elle lui a un financement un petit peu plus élargi, avec des opérations financées par la DRAC, la Communauté européenne d'Alsace et la région Grand Est. On est un petit peu pragmatique sur la gestion du temps de travail. Un chargé de mission, c'est 200 jours par an. Et donc, il faut que nous, on arrive à gérer notre temps de travail pour les répartir entre les missions de base au long cours, les projets structurants, l'animation de réseau, le travail administratif qui va concerner les bilans, l'élaboration des fiches actions, etc. Et ça nous remplit, vous imaginez, des journées qui sont très denses. Donc, la gouvernance locale, j'en ai parlé. Ce que j'ai peut-être pas trop dit dans la présentation, c'est effectivement la tendance qui est de développer des actions de médiation qui vont faire le lien entre culture et nature. Donc, il y a des sorties thématiques qui sont également organisées par les sites sur les sites patrimoniaux hors les murs, avec des lectures paysagères, des visites de sites témoins qui font écho à la présentation qui est dans le musée. Il y a eu aussi des travaux d'écoute sonore de certains sites, avec un petit peu l'expression de la sensibilité des participants par rapport à cette écoute et des enregistrements. Il y a eu aussi des expositions qui ont mis en avant des évolutions paysagères entre le paysage il y a une trentaine d'années, le paysage aujourd'hui, comment il évolue avec les implantations humaines, l'évolution ou la disparition d'une industrie, par exemple. Et puis, donc, rappeler que tout ce travail se fait avec, dans certains cas, des équipes salariées, d'autres cas, des équipes bénévoles, et que notre dure réalité est que les équipes bénévoles rencontrent aujourd'hui de nombreuses difficultés dans leur renouvellement, puisque pour certaines, elles ont pris quand même elles ont pris quelques années avec nous également, et que c'est parfois un petit peu compliqué d'assurer la relève, d'autant que les moyens financiers des collectivités ne permettent pas nécessairement d'engager des ETP complémentaires. Je vous remercie. Je passe la parole à Mathilde Doyen. Je vais juste arrêter le PowerPoint. Mathilde, si tu veux bien enchaîner. Oui. Je partage.
Voilà, vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait, Tout Mathilde. à fait. Ok. Bon, ben, merci beaucoup de la proposition de la FEMS, hein. C'était alors l'intervention de François Poutier, je pense que pour toutes les équipes de PNR, elle serait intéressante à avoir, je trouve. En tout cas, merci beaucoup, François. Et alors, moi, je vais vous présenter une autre expérience dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges, qui a été donc au sud du massif des Vosges, collègue des Vosges du Nord, hein. Donc nous, on a été créé en 1989. Je vous présente le territoire, hein. Créé en 89 à l'échelle de 2 régions, région Grand Est, région Bourgogne-Franche-Comté, 4 départements, 252 000 habitants, donc on est le massif le plus densément peuplé. Donc la question des équipements, la question de l'influence urbaine aussi, parce qu'on est à proximité de 7 pôles urbains, Colmar, Mulhouse, territoire de Belfort, la Combe d'Aglo de Belfort, Saint-Dié-des-Vosges, Remiremont, Luxeuil-les-Bains et Lure. Et puis là-dedans, on a 200 et quelques communes qui sont adhérentes au projet de territoire du parc. Donc là, nous sommes dans notre 3e charte. Donc une charte, ça dure 15 ans, 2012-2027. Dans cette 3e charte, on a 4 grandes orientations qui reprennent un peu la présentation qu'a fait François. Donc la première orientation, conserver la richesse biologique et la diversité des paysages. 2e, généraliser des démarches globales d'aménagement économe de l'espace et des ressources, cette notion de ressources. Asseoir la valorisation économique sur les ressources locales et la demande de proximité. Et enfin, la 4e orientation, dans laquelle on retrouve le volet culturel et patrimonial, c'est renforcer le sentiment d'appartenance au territoire, comme l'a évoqué aussi François. Donc maintenant, je zoome sur le volet, au nom de quoi finalement la mission patrimoine culturel, dans quoi s'inscrit-elle? Donc je vais juste dire au niveau ingénierie, au niveau du parc. Donc moi, je fais partie du pôle culture, éducation et liens sociaux. On est 3 chargés de mission, un chargé de mission éducation, une chargée de mission développement culturel et moi au patrimoine culturel. Donc nous, ça représente, moi je suis à 0,9 ETP, Violaine Poteau au développement culturel est à 0,8 ETP et Alain Bougel à l'éducation est à, je crois, 1 ETP. Voilà, donc en termes d'ingénierie, par rapport aux collègues des Vosges du Nord, on n'est pas tout à fait au même endroit. Donc, on ne va pas travailler de la même façon, on ne va pas pouvoir faire la même chose. En tout cas, au nom de quoi on fait tout ça? Évidemment, par rapport à ce qu'a évoqué François Poutier, c'est ce qui nous anime, c'est la diversité culturelle. Et les objectifs derrière qu'on va essayer de porter, c'est connaître et revisiter les patrimoines culturels, ouvrir le patrimoine à la création artistique, favoriser les rencontres entre habitants, je vous ai dit, 252 000 habitants sur notre territoire, favoriser des aventures artistiques et culturelles collectives et contribuer à l'adaptation au changement. Ça, on n'y est pas encore complètement, mais on essaye et on va essayer de renforcer ce volet-là. Donc là, je vous ai mis des exemples. En bas à gauche, c'est une résidence d'artiste de Kristallkirch, de l'artiste coréenne Joo Eun-lee, qui est intervenue à l'écomusée du Pays de la Frise à Fougerolles et dans le territoire du Kirch de Fougerolles, Kirch AOC, pour les 10 ans, pour essayer de revisiter ses savoir-faire. Et en bas à droite, c'est une création artistique de la compagnie Les Patries Imaginaires pour interroger la question de l'architecture de la seconde reconstruction. Mais je reviendrai là-dessus. Alors, maintenant, par rapport à l'état des lieux, un petit peu le maillage, j'ai juste mis une diapo sur les musées et sites patrimoniaux. Dans notre territoire, on en compte 85, dans lesquels on peut comptabiliser un peu comme l'a fait Isabelle. Donc, ce sont les sites avec
vraiment un accueil spécifique. Donc là-dedans, on retrouve 16 châteaux. 16 châteaux forts, vous voyez essentiellement sur le Piémont viticole. Et sinon, les musées, les thématiques fortes qu'on le retrouve, c'est la question du patrimoine industriel et des savoir-faire. Là-dedans, nous avons 9 musées qui ont l'appellation Musée de France. Voilà. Et en termes de fréquentation, c'est très variable. On peut aller jusqu'à 300 000 visiteurs pour un site qui est la confiserie des Hauts-de-Vosges, côté vosgien, à des petits sites à 200, 300 visiteurs, ou les hautes mines du Tillot à plus de 30 000 visiteurs. Bon, on reviendra là-dessus. Alors maintenant, par rapport à comment on travaille avec les musées et sites patrimoniaux, quelle mission moi je dois assumer par rapport aux gestionnaires et aux collectivités de notre territoire? Et ben en fait, c'est un accompagnement à la demande finalement. C'est tout le temps, on est sur des démarches volontaires. Moi, je réponds à la sollicitation des collectivités de notre territoire et aux gestionnaires de notre territoire, ce qui fait que je peux avoir un accompagnement plutôt de méthodologie de projet, on va dire, et finalement, par an, ça va être l'accompagnement d'une dizaine de sites, et ça va aller du conseil ponctuel auprès de l'élu en charge de, notamment en bas à gauche, vous avez une photo qui reprend la Forge Musée des Tuffons, qui est un musée de France, qui est membre d'ailleurs de la Fédération des écomusées, hein, qui est adhérent. Et donc, je peux avoir des conseils ponctuels à apporter auprès de l'élu en charge de ce site, en complémentarité d'ailleurs des conseils que peut apporter la conseillère musée Tiffaine Le Foll à cet élu, en termes de personnes ressources sur son territoire, en extérieur, d'expériences à pouvoir développer, et notamment là, la demande qui a été récemment formulée, c'était par rapport à l'expertise, entre guillemets, d'action, de démarches participatives que nous avons pu mener il y a quelques années et sur lesquelles je reviendrai. Au milieu, vous avez un exemple en bas au milieu, c'est les hautes mines du Tillot. Donc récemment, avec mes collègues, donc par rapport à ce que François Poutier a pu évoquer, la notion de transversalité ou l'intersectorialité, et ben en bas, avec mes collègues au paysage et Natura 2000, nous avons pu apporter et rédiger pour la commune du Tillot, qui est en pleine réflexion pour un nouveau parcours de visite en extérieur, qui part à la découverte des traces archéo autour de l'eau, de la gestion de l'eau. Et ben, nous avons apporté une note technique, méthodologique sur les enjeux, les points de vigilance en termes d'aménagement, de quiétude environnementale, et puis en termes de médiation patrimoniale, pour justement faire ce lien entre richesse naturelle, culturelle et paysagère, qui le long de ce parcours sont évidemment très importantes, et pour lequel, pour le moment, la maîtrise d'ouvrage n'avait que pointé cette dimension vestige archéologique. Voilà. Sinon, vous avez un exemple aussi de la scierie du Lançoir, avec laquelle nous avons travaillé très fortement, et avec la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et l'association de gestion de ce site, pour les aider il y a 3 ans à se poser la question de leur repositionnement. Et donc on a développé pendant une année des séances de travail avec le bureau de cette association, en s'appuyant sur la méthodologie de l'élaboration d'un projet scientifique et culturel, pour les aider à définir leur nouveau position. Et enfin, le musée de la mine Marcel Moliny, que vous retrouvez à Ronchamp, le petit logo tout en haut. En fait, je l'ai mis un peu en clin d'œil parce que c'est un site avec lequel je suis amenée à travailler depuis 30 ans. Vous allez me dire, c'est au long cours. Et oui, c'est au long cours. Donc, c'est participer aux différents comités de pilotage et techniques
à différentes étapes du projet. C'est un site qui, enfin, qui est en réflexion de réaménagement, donc je dis depuis 30 ans, et enfin, depuis février 2025, le permis de construire est lancé, et en avril prochain aura lieu enfin le programme de démolition de l'ancien accueil pour lancer vraiment ce grand travail de réaménagement et de repositionnement du site. Et donc là, il faut être assez persévérant, on va dire, dans ce métier. Voilà. Donc ça, c'est un peu le travail ponctuel et au long cours. Après, sur des opérations un peu plus poussées, je vous ai mis 2 exemples de projets qui ont associé un musée, un site patrimonial, un centre d'interprétation et un volet de création artistique. Notamment l'exemple Tous à l'abri avec l'abri mémoire de la communauté de communes de Tannes-Cernay. Il y a d'ailleurs participe Mégane Ligori qui travaille à la Comcom. Donc le parc avait collaboré avec la communauté de communes il y a 3 ans pour aider dans le cadre des travaux notamment de repositionnement de ce site. On a cofinancé et co-construit une résidence pluridisciplinaire suite à un appel à candidature pour aider à faire rayonner à la fois l'abri mémoire et re-questionner la notion d'abri. On était aussi après Covid. Et donc, une équipe de jeunes artistes, un plasticien, un marionnettiste et un architecte ont été accueillis en résidence pendant 1 année dans ce beau site qui est l'abri mémoire à Uffholz. Voilà. Mégane, peut-être tu pourras redonner des exemples. Et un autre exemple aussi de lien entre site patrimonial et création artistique, le parc a accompagné et soutenu le projet de création de la compagnie Les Clandestines dans le cadre d'une résidence de territoire, on va dire quasiment résidence de territoire dans le parc, en accompagnement auprès de 3 sites patrimoniaux mêlant héritage industriel et nature, et 3 sites à des moments clés de leur développement. Nous avions travaillé avec le Pays d'art et d'histoire de la communauté de communes de Guebwiller au moment de l'ouverture du centre d'interprétation. Ensuite, le projet de création autour de l'œuvre de Schubert et du romantisme, mêlant nature et approche paysagère, a été développé aussi au musée du textile à Ventron. Et puis, nous avons poursuivi cette action avec la communauté de communes du Val d'Argent, autre pays d'art et d'histoire de notre territoire, dans le magnifique parc de la Villa Burus. Donc, à chaque fois, ces 2 parcs, que ce soit pour Guebwiller et pour Sainte-Croix-aux-Mines, ce sont des parcs qui avaient été mis en place par des industriels, soit du textile, soit les industriels du tabac, donc fin 19e ou début du 20e siècle. Voilà. Alors, dans les autres exemples d'accompagnement du parc et qui font le lien avec ce qui a été dit auparavant, depuis maintenant bientôt 4 ans, la direction m'a demandé d'essayer de déployer ce qu'on appelle la marque valeur parc naturel régional, donc qui est une marque nationale et qui au départ a été créée plutôt pour des entreprises, hein, et avec des référentiels nationaux, sur différentes thématiques, tant sur l'artisanat que sur l'agriculture, que sur le tourisme. Et depuis 4 ans, donc, nous avons aussi proposé de déployer cette marque auprès des sites de découverte, sites de visite de notre territoire. Donc, en abordant finalement à partir d'une grille nationale et en l'adaptant et en la personnalisant aux caractéristiques de notre territoire et aux attentes des sites de notre territoire, grâce à un travail proposé
aux sites volontaires de notre territoire. Nous avons adapté ce référentiel national qui comprend, alors c'est assez fastidieux, qui comprend 26 critères et presque une cinquantaine d'items. En tout cas, la démarche qui est intéressante, elle permet aux gestionnaires de sites, en regardant ce référentiel, de se poser des questions sur leur gestion quotidienne de site et sur des points qui, de prime abord, sur lesquels ils ne seraient peut-être pas allés. À l'heure actuelle, donc, nous avons 3 sites qui bénéficient de cette marque. Le musée départemental de la montagne au du thème Château-Lambert, depuis 2022, la colline Notre-Dame du Haut-de-Ronchamp, donc la chapelle de Le Corbusier, et le SIAP du Pays d'Art et d'Histoire de la région de Guebwiller. En ce moment, l'écomusée du Pays de la Cerise de Fougerolles est très intéressé. Donc, nous travaillons avec le public pour pouvoir pointer les fameux critères qui peuvent poser question par rapport à leur gestion et sinon les points forts de leur site. En tout cas, cette marque Valeurs Parc identifie 3 grandes valeurs. La question, ça rejoint ce que disait François Potier, autour des notions de développement durable, la notion d'environnement, d'homme et de territoire. Donc on est à la jonction à chaque fois de ces trois volets. Et après, j'en finirai donc par rapport à mon intervention, après avoir évoqué vraiment l'accompagnement sur les musées et sites patrimoniaux. Là, je vais repointer une des missions phares d'un parc naturel régional, qui est la question de l'expérimentation et de l'innovation, en revenant et en vous présentant très très rapidement 3 recherches-actions que le parc des Ballons des Vosges a pu mener. 2 premières, une sur le patrimoine culturel immatériel que nous avons mené maintenant il y a presque 15 ans, en mettant en place des jurys citoyens, la question de la démarche ascendante dans l'identification de ce qui fait patrimoine, c'était au cœur de ce processus que nous avions imaginé avec les anciens conseillers ou le conseiller ethnologie de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Noël Barbe, et Marina Chauliac, et avec Jean-Louis Tornator. Donc l'idée, c'était dans 2 secteurs d'expérimentation volontaire, les Vosges saunoises et la Déodacie. Nous avons recruté des habitants pour faire partie du jury citoyen. Donc il y avait une dizaine d'habitants par territoire, et ce sont ces habitants qui ont identifié et défini un élément de patrimoine culturel immatériel qui pour eux faisait sens pour leur territoire. Et suite à ça, l'engagement que le parc avait pris, c'était de monter des actions de valorisation en pluridisciplinarité pour faire vraiment connaître et publiciser ces éléments de patrimoine culturel immatériel retenus par les habitants. L'autre recherche-action que nous avons menée entre 2012 et 2024, encore l'année dernière, c'était sur l'architecture de la seconde reconstruction, ou donc l'architecture d'après les années 50, qui concerne une quarantaine de communes de notre territoire, où on se posait la question de ce bâti. Qu'est-ce qu'il disait de notre territoire, comment les habitants le percevaient, et est-ce qu'il faisait patrimoine pour les habitants. Donc pour interroger cette notion, on a travaillé encore une fois avec des communes volontaires, on a travaillé en pluridisciplinarité avec des ethnologues, Noël Barbe à nouveau et Aurélie Dumain, qui ont interrogé une centaine d'habitants, et un volet histoire de l'art et architecture. Après cela, on a eu un travail de création artistique dont je vous ai parlé tout à l'heure, les patries imaginaires, et enfin un travail de collecte de mémoire orale et de présentation d'actions portées par des collectivités, de travaux de réhabilitation autour de cette architecture et ce bâti. Et enfin, la dernière recherche-action que nous avons menée, que nous avons engagée depuis l'année dernière, c'est un volet pour vraiment mettre au cœur du dispositif les habitants de notre territoire, leur donner la parole et leur permettre finalement peut-être de se reconnecter avec leur territoire autour d'une recherche-action qui associe la marche et les cartes sensibles pour, on a intitulé ça, révéler, point d'interrogation, le patrimoine culturel de notre territoire. En tout cas,
En 2024, on a eu 3 expériences dans 3 territoires avec 3 finalement dispositifs différents. Une recherche-action, c'est on avance en marchant, c'est le cas de le dire. On écrit la méthodologie au fur et à mesure. Et en tout cas, dans le territoire du Pays d'art et d'histoire de Guebwiller, nous avons proposé à des habitants sur une marge d'une dizaine de kilomètres d'arpenter et au long d'un parcours de 10 km dans le piémont viticole, de transcrire par le biais de petits carnets de collecte et d'animation qui permettent de se mettre en condition pour finalement mettre ses émotions et ses sens en éveil, de se reconnecter au territoire et de nous transcrire ce qu'ils avaient pu repérer, identifier, quels étaient pour eux les points d'intérêt. Et suite à cette expérience, nous en avons mené une autre avec la communauté de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et une maison familiale rurale et des élèves d'une maison familiale rurale à Ban-de-Laveline. Et là, vous voyez ce qu'est une carte sensible. En bas à droite, vous avez 4 exemples de cartes sensibles produits par des élèves qui, chacun, une vingtaine d'élèves ont fait le même parcours, le même jour, au même moment. Et 2 jours après, ils ont fait toute une séance de production de cartes sensibles. Donc, c'est ce qui est intéressant sur cette démarche, c'est que finalement, à partir d'une même expérience partagée, on a là, en l'occurrence, 4 récits nouveaux de territoire, 4 représentations, interprétations de territoire qui met vraiment au cœur les habitants. Et la dernière expérience, c'est à Fraillé-Châteaubier, petite commune de Haute-Saône, où pour travailler, pour aider les participants à cette marche, nous avons travaillé avec une facilitatrice graphique, Tamtudi, Barbara Rescova, qui a proposé un livret de collecte et des actions de mise en condition et de facilitation graphique pour nous aider. Vous voyez en bas à droite, on a pu, avec des élus de cette commune et des marcheurs, produire en collectif une carte sensible en 3D, vous voyez, avec du tissu, avec des matières collectées. On est à la limite un peu du land art. Voilà, et cette action, on va la décliner à nouveau en 2025, avec notamment un travail avec des étudiants d'un séminaire de l'Université de Strasbourg, de Jean-Baptiste Ortlieb, qui sont étudiants en histoire environnementale et qui mêlent carte historique et carte sensible. Voilà. En tout cas, à partir de ces différentes expériences, ce que j'avais envie de mettre en avant, c'est finalement la parole qui est donnée aux habitants et aux personnes qui arpentent un territoire, les démarches collectives et sensibles qui sont partagées, et finalement, de ce partage et de cette tentative de reconnexion au territoire, c'est comment on écrit collectivement et comment on a envie de transmettre ensemble des expériences différentes de nos territoires et de montrer finalement que ces petits bouts de territoire, ils ont à chaque fois leurs petits éléments que l'on a envie de partager. Voilà. Je ne sais pas si au niveau timing, Alors, nous ne sommes pas en avance, Mathilde, mais merci beaucoup. Et je voulais alors voir avec Emmanuelle Cresson, qui va à son tour présenter un cas pratique, si elle a pu trouver le moyen de se connecter. C'est bon, normalement, ça fonctionne. Alors, je vous entends, Emmanuel, c'est parfait. Et alors, Mathilde, je crois qu'il faut que vous arrêtez le partage, peut-être pour que Emmanuel puisse prendre le relais. Alors, Normalement, en faisant quitter ou échappe, ça devrait fonctionner. Là, j'avais quitté échappe. Tu as toujours mon écran. Alors moi, je vois un écran noir. Je ne sais pas si Emmanuel, vous arrivez à vous lancer. Oui, c'est encore le diaporama, je pense, parce que moi, ça ne me le propose pas. Alors, attends. Peut-être. Est-ce que ça fonctionne? C'est bon.
Très bien, bon. Emmanuel. C'est bon? Vous avez pris le relais. Sur la Parfait. première. Donc, on va se laisser, Emmanuel, voilà, 15 minutes maximum pour qu'on puisse quand même se laisser un petit temps pour les questions après avec les participants. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace conversation. Comme ça nous permettra de gagner un peu de temps à la fin au moment d'y répondre. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, Emmanuel. Ok, donc moi je vais vous présenter un projet un petit peu différent, un musée directement géré par un parc, qui est l'Ethnothèque, musée des Boucles de la Seine normande. Alors je vais revenir un petit peu voilà, sur l'histoire de la formation de ce musée, puisque alors c'est à la fois un nouveau musée, mais quand même issu d'une histoire longue avec le parc. Un petit rappel du territoire du parc. Donc, le parc des Boucles de la Seine normande, il se situe le long de la Seine, hein, dans les Boucles de la Seine, comme son nom l'indique, situé entre les deux agglomérations que sont Le Havre et Rouen. Donc, c'est environ 76 communes et 110 000 habitants, pour vous faire une petite idée de ce territoire. Le musée du parc, il est issu en fait de l'ancien écomusée de la Bassène, qui a été créé dès l'origine du parc. Le parc des Boucles de la Seine normande, il est créé en 1974. Et donc dès 1974, un muséologue est recruté, envoyé notamment voilà, un élève de Georges-Henri Rivière, on en a parlé tout à l'heure, envoyé pour créer des maisons muséales. Donc à partir de voilà, il n'y avait pas de collection, mais vraiment l'objectif, comme dans beaucoup de parcs à cette époque-là, c'était de créer des maisons muséales. Et de là est né cet écomusée de la Basse-Seine, composé de plusieurs antennes, telles que la Maison des métiers, la Maison du lin, la Maison de la pomme, le musée du sabot, le musée de la marine de Seine, donc différentes antennes avec des collections qui se sont constituées petit à petit, donc depuis les années 70, d'abord par des dépôts et puis des collectes qui ont pu être réalisées au fur et à mesure du temps. Donc ces collections, elles représentent aujourd'hui environ 12 000 objets. 12 000 objets qui témoignent de la vie domestique, de l'artisanat, de l'industrie, de l'agriculture en Normandie depuis la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle environ. Donc des objets, des témoignages aussi, hein, puisqu'il y a un certain nombre de collectes orales qui ont été réalisées également. Et donc ces collections, elles étaient en partie présentées dans ces maisons muséales. Et il y a eu donc un changement de gestionnaire. Pardon, juste Emmanuel, je me permets de vous interrompre. On ne voit pas défiler le PowerPoint. J'ai l'impression que voilà. Si vous voulez lancer la présentation, et je crois qu'on a loupé les 2-3 premières slides là au niveau. Non, moi je l'avais. Ah voilà, là ça on voit défiler. Mais si vous voulez mettre en grand écran en mode présentation. Alors moi j'avais lancé la présentation, mais effectivement ça ne l'a pas lancé chez vous. Alors si je le relance, est-ce que là vous l'avez en présentation, en grand écran? Non, là moi je suis au niveau du la slide territoire du parc, mais si vous arrivez à faire défiler, voilà, déjà. Bah, sinon je vais le laisser en petit, hein, comme ça vous le verrez. Ouais, très bien. Comme ça. Donc voilà un petit peu, je reviens sur le territoire du parc. Et puis voilà, quelques illustrations de ces anciennes maisons muséales, dont certaines existent toujours aujourd'hui. Hein. Il y a eu un changement de gestionnaire. Ces écomusées, enfin l'écomusée de la Basse-Seine n'existe plus à l'heure actuelle, mais il existe encore le musée du sabot, la maison du lin par exemple, qui sont maintenant gérés par une association. Voilà, une association qui a été créée justement pour la gestion de ces écomusées, qui s'appelle Roumois Terre Vivante en Normandie. Et qui a donc maintenant la fonction de gérer ces écomusées. Une partie des collections des écomusées sont encore des dépôts du parc, donc maintenant des dépôts de l'Ethnothèque. Donc il s'agit d'une collection qui est classée musée de France, hein, depuis l'origine, depuis la loi musée. Elle a cette appellation musée de France. Donc le projet d'Ethnothèque, il naît alors le projet scientifique, il a été validé en 2022 et il naît de ce contexte, hein, donc de la disparition des antennes de l'écomusée et du changement de gestion, puisque voilà, on a cette gestion associative et le rapatriement de pas mal
une partie des collections en réserve. Hein, la grosse majorité des collections sont en fait actuellement dans nos réserves. Un constat d'un gros manque de connaissances autour de la collection dû à des collectes réalisées sans forcément avoir une documentation autour de cette collecte. Également un rapport qui pointait des mauvaises conditions de conservation, une surcharge aussi des réserves, et puis la contrainte de l'absence de salle d'exposition permanente. Il existait à la Maison du Parc une salle d'exposition jusqu'à début des années 2000 qui a été supprimée et qui n'existe plus maintenant. Et donc la volonté du parc, c'était de ne pas reproposer à nouveau de salle d'exposition. Donc le défi était de créer un musée sans salle d'exposition. Avec donc également la volonté de redonner une place à ces objets conservés pour la plupart en réserve, redonner une place en lien avec notre époque et avec le concept également de parc naturel régional. Donc permettre à ces objets de servir aussi d'inspiration dans un contexte de transition écologique et ne pas seulement avoir des objets qui sont seulement en réserve, mais vraiment leur redonner une vie. Donc de là est né ce concept d'ethnothèque qui se veut un centre de ressources autour du geste et du savoir-faire, avec la question de la transition écologique qui était vraiment au cœur du projet scientifique et culturel, à la fois que ce soit autour de la conservation, de la connaissance et de la médiation des collections. Alors, ce PSC se décline autour de ces différents points, à la fois autour de l'amélioration de la conservation, des conditions de conservation. Vous avez ici quelques illustrations des réserves avant rénovation, donc avec 2 espaces de réserve, un espace de réserve sur le site de la Maison du Parc, sur environ 200 mètres carrés, qui conserve les objets les plus petits, les plus fragiles. On est environ 11 000 objets conservés dans cet espace. Et puis une réserve externalisée qui permet d'accueillir des objets de grande taille, des charrettes, charrues, voitures hippomobiles, bateaux également. Donc un espace beaucoup plus important, avec des conditions de conservation pas toujours très adaptées, mais en voie d'amélioration. Donc voilà quelques photos de avant-après. Hein. C'est un bâtiment sur les réserves externalisées, un bâtiment qui est une ancienne entreprise de bâtiments qui a été acquise par le parc dans les années 2000. Donc un bâtiment au départ complètement ouvert qui a été fermé et donc pas encore d'isolation très, très importante. Hein, il y a beaucoup aux variations d'humidité, mais une amélioration quand même qui est à noter. Les réserves de la Maison du Parc avant, voilà, on constate quand même une surcharge importante au niveau du stockage, et puis le nouveau bâtiment aujourd'hui avec des étagères de niveau professionnel en termes de musée. Voilà, on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un don de matériel de stockage, d'étagères et racks, d'étagères qui étaient destinées au départ une commande du musée du Quai Branly qui a transité par le Muséum d'histoire naturelle du Havre, qui n'en avait pas l'utilité et que l'on n'a plus pu récupérer à cette occasion. Donc quelques années avant le réaménagement, ce qui nous a permis de grosses économies sur ce point. Autre point du PSC, c'était de créer un centre de ressources matérielles et immatérielles sur le geste et le savoir-faire. Donc à la fois répondre à un besoin dans le contexte de la transition écologique, besoin de retrouver des gestes et savoir-faire d'une période décarbonée pour pouvoir s'en inspirer et proposer de nouvelles façons de produire
nouvelles façons de créer des outils, par exemple, et de remettre en question un petit peu nos modes de vie. Un programme d'enrichissement du musée également, avec une politique d'acquisition matérielle et immatérielle, à travers 3 programmes de recherche. C'est vraiment ce qui fait l'essence de l'Ethnothèque. Ce sont ces 3 programmes de recherche qui sont à la fois l'inventaire croisé des patrimoines, qui inventorie le patrimoine sur le territoire du parc, donc mission qui existait déjà aussi depuis un certain temps, mais qui est là et vraiment rattachée au musée, dans le sens où le travail d'inventaire croisé des patrimoines vient nourrir les connaissances que l'on peut avoir sur le musée, et vient compléter ces connaissances. Donc c'est un inventaire du bâti, mais on parle d'inventaire croisé, puisque il ne s'arrête pas simplement au bâti, mais il inventorie également les éléments de paysage, de patrimoine naturel, et réalise également des collectes de mémoire thématiques, selon les thématiques qui sont identifiées en fonction des territoires. Et donc ces collectes de mémoire notamment viennent enrichir et viennent compléter les connaissances que l'on peut avoir sur la collection, et c'est également l'occasion de compléter des acquisitions en fonction des thématiques qui sont identifiées là aussi par ce programme de recherche. Un deuxième programme de recherche qui est le programme sur le passé industriel du territoire. Alors ce programme, il est lancé depuis 2016. Il avait identifié au départ trois zones du territoire avec un patrimoine industriel important. Donc on en est à la 3e phase de ce programme. Il y a trois territoires qui ont été inventoriés aussi, qui ont été menés là en partenariat avec l'université de Rouen, avec une première thèse qui a été menée sur la première zone identifiée, ensuite un mémoire de master. Là, c'est une question de financement qui n'ont pas permis de lancer une deuxième thèse. Et actuellement, nous avons également eu un doctorant en thèse sur la dernière zone du territoire, le territoire de Pont-Audemer. Donc c'est une thèse CIFRE, donc avec un doctorant qui a un contrat au sein du parc pour mener cette recherche. Et là aussi, qui vient nourrir des collections que l'on peut avoir déjà sur ce territoire en termes de patrimoine industriel, mais qui peuvent être aussi des occasions de collecter de nouveaux objets, et qui est bien sûr également l'occasion de nouvelles collectes de mémoire orale sur cette thématique. Et enfin, la nouveauté en termes de programmes de recherche proposés par le projet scientifique et culturel de l'Ethnothèque, ce sont les ateliers de l'Ethnothèque, que l'on a appelé ateliers de l'Ethnothèque pour décarboner son quotidien, qui sont des ateliers à la fois pratiques qui proposent de se familiariser ou d'apprendre un nouveau savoir-faire, un savoir-faire qui a pu être perdu, et de l'adapter pour des besoins d'aujourd'hui. Je vais le développer juste après. Et donc, à travers tous ces programmes de recherche, l'importance également, c'était de développer plutôt la collecte de témoignages oraux et donc le patrimoine immatériel face au manque d'espace que l'on peut avoir dans les réserves. Notre politique d'acquisition, elle se tourne plutôt vers du patrimoine immatériel et des acquisitions qui sont plus raisonnées en termes d'objets matériels, vraiment en lien avec ces programmes de recherche. Donc pour développer un petit peu les ateliers de l'Ethnothèque, ils se veulent des ateliers qui vont à la fois à la rencontre du public sur le territoire du parc, qui peuvent avoir lieu dans différents endroits du territoire, que ce soit des musées, des communes, des agriculteurs, pourquoi pas, pour certains savoir-faire. On a déjà eu l'occasion de réaliser des ateliers dans des exploitations agricoles. L'idée, c'est de pouvoir croiser les regards à la fois de professionnels du patrimoine, d'artisans, aussi de chercheurs, et
détenteurs de ces savoir-faire et d'enrichir la collection avec de nouvelles collectes de mémoire pour renseigner là aussi les objets que l'on peut déjà avoir dans nos collections, mais également faire créer la mémoire d'aujourd'hui, collecter la mémoire d'aujourd'hui et la mémoire en train de se faire. Donc ces ateliers sont à la fois des ateliers pratiques, mais aussi ça nous permet d'ouvrir un cycle de recherche sur une thématique avec de la collecte, des liens avec des universitaires, des chercheurs, en fonction des sujets. Donc quelques exemples d'ateliers qui ont déjà été lancés. Un atelier qui fonctionne très bien, c'est un atelier sur l'usage de la faux, donc avec une formation pratique vraiment d'utilisation, d'entretien de la faux, avec des faux aujourd'hui adaptés et ergonomiques. Donc ça permet de mettre aussi en relation les objets des collections avec les objets d'aujourd'hui, vraiment les confronter. Et puis un autre atelier qui a eu lieu début du mois, un atelier de bardeaux, donc de fabrication de bardeaux, donc qui peut être remis là aussi remis en œuvre par les participants directement chez eux pour des personnes qui veulent construire leur abri de jardin ou leur bûcher abrité en bardeaux. Voilà, ce sont des savoir-faire qui sont directement réutilisables à l'échelle individuelle. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les réutiliser à l'échelle individuelle. Et puis, donc, en termes de médiation, alors ces ateliers de l'Ethnothèque qui sont à la fois des éléments de médiation et de recherche, mais la contrainte de ce musée qui n'a pas de salle d'exposition, c'est de faire un musée, donc d'avoir des activités qui sont 100% hors les murs, donc avec une programmation plutôt riche. Que la première programmation de l'Ethnothèque a été proposée cette année, puisque je vous ai dit tout à l'heure, le PSA a été validé en 2002, mais les travaux encore en cours dans les réserves, etc., ont permis d'inaugurer l'Ethnothèque vraiment officiellement qu'en novembre dernier. Donc avec un premier programme lancé là sur cette année 2025 avec des conférences, des ateliers, des rendez-vous du parc, des expositions, ou des rendez-vous un peu plus ludiques type escape game à vélo par exemple que l'on proposera au cours de l'été. Donc en termes d'action de médiation, des expos itinérantes qui circulent sur le territoire. Là aussi, c'est une action assez ancienne du musée, mais qui continue et qui est renouvelée avec de nouvelles expositions qui sont créées ou qui sont remises à jour par rapport aux anciennes expositions qui existent depuis, pour certaines, une vingtaine d'années. Donc, il y a des remises à jour en cours. Des prêts et des dépôts réguliers. Alors, les dépôts qui sont dans ces anciens sites de l'écomusée de la Basse-Seine dont on parlait tout à l'heure, les sites gérés par Roumois Terre Vivante en Normandie notamment, ou un autre musée qui s'appelle Musée aux Seines, qui est issu du musée de la Marine de Seine, là aussi lié à cet écomusée de la Basse-Seine, et puis des prêts à l'occasion d'expositions temporaires, donc là qui peuvent circuler sur le territoire du parc et bien au-delà, évidemment. Et une autre originalité de l'Ethnothèque, c'est de proposer, si nous n'avons pas de salle d'exposition, mais une salle de consultation qui permet d'avoir un accès privilégié aux collections du musée, puisque sur rendez-vous, on reçoit les personnes qui sont intéressées, alors qui peuvent avoir une recherche en particulier sur le territoire. Ça peut être des chercheurs, mais c'est vraiment ouvert à tous et à tous les habitants. Donc sur rendez-vous, avec une requête qui est faite en avance qui nous permet de sortir les objets demandés et qui peuvent être là observés, photographiés pour pouvoir pourquoi pas les reproduire, avec un accès également à de la documentation qui vient autour de ces objets.
Et puis, donc, la diffusion, elle se fait aussi de façon numérique, puisqu'on a un site internet de l'Ethnothèque avec un portail de consultation en ligne qui permet d'avoir accès aux objets des collections directement. Toutes les collections sont accessibles directement en ligne via le portail des collections et puis via les portails régionaux et nationaux que sont le portail du réseau des musées de Normandie, la participation aussi à la collection Microfolie des musées de Normandie, et puis bien sûr le portail national Joconde, comme tous les musées de France. Et enfin, à la Maison du Parc, il y a tout de même des espaces d'exposition assez minimes, mais tout de même existants. Une micro-exposition composée de 2 vitrines à l'accueil de la Maison du Parc, avec le thème des prairies fleuries pour 2025, et l'exposition La pomme normande, quelle histoire en accès libre, dans le pressoir donc, de la maison, voilà, sur le site de la Maison du Parc, il y a un pressoir qui est accessible, ouvert en permanence, avec une petite exposition permanente là aussi sur la pomme, qui est accessible à tous en libre accès. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur l'Ethnothèque, et donc ce projet un petit peu particulier d'un musée sans salle d'exposition. Eh bien, merci Emmanuel. On a profité de cette nouvelle vision aussi, puisqu'en fait, on a eu 3 approches présentées avec 3 parcs différents, introduites par donc la prise de hauteur de François Poutier, qui nous donnait vraiment un petit peu une aération sur les différentes démarches. Moi, je vais entamer les questions avec une question tout d'abord à Emmanuel. Au-delà des ateliers décarbonés son quotidien, dans les actions qui visent la transition écologique, puisque c'est un axe fort du PSC, est-ce qu'il y a d'autres actions qui ont été menées ou qui vont être menées, qui sont en projet à l'intention des habitants ou vis-à-vis des collections, ou même dans la conception du bâtiment, qui ont été pris en compte, ou dans le choix des collections même? Plus Emmanuel. Voilà, excusez-moi, j'avais coupé le micro. Effectivement, dans la conception du bâtiment, il y a eu une réflexion voilà, au terme d'isolation avec des matériaux biosourcés, etc. Donc là, c'était dans le cadre d'un cadre plus large de rénovation énergétique du site de la Maison du Parc. Et puis en termes voilà, de programmation en tout cas, et de réflexion autour de ce que l'on peut proposer, eh bien voilà, ce seront effectivement des cycles de recherche qui sont autour des cycles de recherche ou de programmes, voilà, autour de sujets qui peuvent être en lien avec la transition écologique, voilà, on a et qui sont aussi assez transversaux avec d'autres sujets menés par les parcs. Hein. L'idée, c'est aussi de mettre en avant des sujets sur lesquels le parc travaille, par exemple avec le thème de la prochaine exposition, ou même celle qui est actuellement en cours, la micro-exposition à l'accueil de la Maison du Parc. Elle se fait vraiment pour mettre en valeur des actions du parc, donc le thème Prairies fleuries, voilà, ça met directement en valeur des actions que mène le parc pour la préservation des prairies, par exemple. Et donc qui reterritorialise aussi ces actions avec tout l'historique qu'il peut y avoir autour de la prairie. La prochaine thématique devrait être autour de l'arbre tétard, donc là aussi avec le cycle de l'arbre tétard depuis la plantation jusqu'à l'usage bois-bûche, donc à la fois une remise en perspective historique, la mise en avant d'actions menées par le parc, et puis des savoir-faire redonnés aux habitants avec des ateliers de l'Ethnothèque, voilà, pour redonner ces savoir-faire à l'habitant. D'autres questions peut-être? Alors Anne Guérin nous dit merci beaucoup. Dans le cadre de cette ethnothèque, quels sont les moyens humains pour réaliser les différentes missions, ainsi que les recueils de mémoire? Quelle organisation?
Alors, directement sur l'Ethnotac, on est à 2,6 ETP, plus donc à rajouter à ces ETP, un ETP sur l'inventaire croisé du patrimoine et puis un doctorant sur la question du patrimoine industriel. Merci. Quelqu'un veut rebondir? On a tous été très clairs. Bon, mais s'il n'y a peut-être pas de questions, nous allons pouvoir clôturer ce jeudi de la FEMS. Je pense que nos intervenants, Tonton et François, François Poutier, c'est à votre disposition si jamais vous avez des questions qui vous viennent a posteriori. Encore merci à l'ensemble de nos intervenantes pour cet épisode. Et puis voilà, je vous invite à rattraper les épisodes précédents sur notre chaîne YouTube et vous donne rendez-vous pour nos prochaines rencontres professionnelles qui auront lieu donc à Dijon du 19 au 22 mars. Vous pouvez trouver toutes les infos sur notre site internet et puis vous avez également la suite la programmation des jeudis de la FEMS qui y figure. Je vous remercie et bonne journée. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.